bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation. Nous avions prévu une intervention de 15 minutes, donc je crois que ça tombe bien. On a pris un peu de retard. On avait anticipé. Donc, docteur Hilary Martin, médecin coordonnateur en EHPAD, et moi-même, Carole Herbin, nous psychologues, nous travaillons ensemble depuis une dizaine d'années. On n'entend pas, on entend mieux ? Donc je disais que nous travaillons ensemble depuis une dizaine d'années. Pardon, merci. Ouais. C'est pas très Covid. Non. Alors nous réfléchissions avec le docteur Martin sur le contenu de notre intervention d'aujourd'hui. Il nous est apparu que c'est précisément ce qui faisait de l'EHPAD un lieu de vie, et pas seulement un lieu de soins, qui avait été remis en question par la crise du Covid. L'EHPAD a d'autant plus perdu sa valeur de lieu de vie qu'il est devenu, par la force des choses, un lieu de soins avancé, une antichambre de l'hôpital, voire un substitut du soin hospitalier. Il est brutalement devenu, symboliquement, interdit d'y mourir, durant le premier confinement. Afin de problématiser ce constat, nous allons tout d'abord définir ce qui fait de notre EHPAD un lieu de vie, au sens éthique, même si c'est un lieu de vie sans cesse remis en question. Nous essaierons ensuite de mesurer l'impact du Covid dans notre institution, à la lumière de la confrontation entre les libertés individuelles et les impératifs de sécurité collective. Et pour finir, nous verrons avec vous comment nous tentons de continuer à faire vivre notre EHPAD avec un risque infectieux toujours présent. Alors, définir l'EHPAD comme un lieu de vie, c'est un exercice un peu compliqué. Donc on a essayé de prendre une image pour simplifier la présentation. Donc on va imaginer d'abord qu'on est dans un EHPAD qui recueille le consentement à l'entrée en institution. On commence par un truc qui n'est pas toujours vrai, mais on va imaginer ça, juste pour l'exercice. Donc une fois que la personne elle a accepté de rentrer dans l'institution, elle a consenti, dans la mesure de c'est possible, il va falloir réinterroger ce consentement très régulièrement, quotidiennement, pour chacun des soins proposés. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Est-ce que dans votre lieu de vie, on vous réinterroge, vous réinterrogez chaque fois qu'on fait quelque chose sur ce qu'on y fait? Mais cette acceptation, ce consentement à l'entrée, ça implique pour le résident, d'emblée, l'acceptation d'une forme de perte de liberté. Cette liberté, on la perd pourquoi? Pour une sécurité putative, supposée. L'institution, c'est un lieu d'accueil collectif. Donc ça impose aux résidents de laisser de côté directement une partie de ses désirs personnels. Alors bien sûr, notre EHPAD idéal, qui a déjà recherché le consentement, il va essayer d'avoir un accueil le plus individualisé possible. Avec la situation de crise qu'on connaît actuellement, c'est toujours assez drôle. Et pour ce faire, on fait ce qu'on appelle des projets personnalisés, qu'on essaye de réévaluer. On rencontre le résident, on rencontre la famille, on rencontre les équipes et on essaye de construire ensemble quelque chose qui soit au plus près du désir du résident. Mais quoi qu'il arrive, même si on est dans le meilleur des EHPAD, l'EHPAD idéal, le plus respectueux des résidents, par essence, on va nier une partie de l'individu, une partie de sa personnalité, une partie de ses désirs. Chaque jour, dans un EHPAD, on doit faire face, par exemple, à la confrontation entre le risque du déplacement et la liberté d'aller venir. C'est un exemple qu'on a choisi, quelque chose qui est assez parlant pour tous, une réflexion éthique qui est permanente pour nous. Dans cette acceptation de la prise de risque individuelle, on va prendre l'exemple vraiment du déplacement. Je me déplace, je me lève, donc je prends le risque de tomber. Mais ça, c'est la vie, le risque. Et à côté de ça, c'est la liberté, la prise de ce risque, la liberté pour le résident. Donc cette prise de risque, souvent, avec le travail, avec l'expérience, c'est vrai que Carole et moi, on travaille depuis 10 ans ensemble, donc on a une équipe qui est relativement stable. Donc l'équipe, elle commence à accepter cette prise de risque, cette liberté, cette vie. Mais les familles qui sont derrière, elles ont bien du mal. Parce que ce qu'elles voulaient, ce qu'elles désiraient avant tout dans cette entrée en institution, c'était la sécurité. La sécurité, la sécurité. On attache, on ne vit plus, on est en sécurité. Donc c'est vrai que cette libre circulation, cette liberté qu'on offre, cette liberté de vivre qu'on offre aux résidents, elle se confronte aussi dans l'EHPAD à la liberté de l'autre. Ce résident qui se déplace,
peut aller faire intrusion dans le seul espace de liberté de chacun dans l'EHPAD, qui est sa chambre. Et c'est pas toujours très simple non plus. Pareil, le résident n'aime pas tellement avoir cette intrusion, et puis les familles n'aiment pas du tout cette intrusion dans la chambre de leurs proches. Alors, une des formes de liberté qu'on peut offrir, c'est une liberté vers l'extérieur. C'est celle qu'on a choisie. Cette vie vers l'extérieur, proposer aux résidents de sortir, mais s'il sort seul, ça fait prendre le risque qu'il se perde. Donc vraiment, cette autonomie de déplacement, ça pose de multiples questionnements. Voilà. Alors que vraiment, pour les résidents, encore une fois, c'est un symbole de leur liberté. Et pour nous, pour l'institution, pour l'EHPAD, c'est vraiment ce déplacement une des conditions qui fait que notre établissement n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu de vie. Le résident, il a le droit de vivre, il a le droit de se déplacer, il a le droit de bouger. Alors, on peut lui proposer des sorties vers l'extérieur. C'est vrai que nous, on a l'impression qu'organiser la sortie de l'EHPAD vers l'extérieur, c'est une des façons de lui permettre d'aller dans un ailleurs, d'aller voir ce qui se passe autour, d'aller voir le monde, de se confronter à la ville, de se confronter à l'autre, de voir de nouveaux horizons. Mais encore et toujours, il y a cette notion de sécurité, on est des garants. Voilà, l'institution est le garant de la sécurité. Et bien cette notion de sécurité, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et il y a les membres de l'équipe qui sont là, ils sont les représentants de l'EHPAD, ils sont toujours présents. Et puis, on a demandé l'autorisation à sortir. C'est quoi cette vie où on demande l'autorisation à sortir? Et puis en plus, il faut y revenir. Il faut y revenir toujours, même quand c'est les proches qui organisent, qui font les visites, qui font les sorties. Même ce petit moment, ce petit sas de bonheur, ce petit sas de vie à l'extérieur de l'EHPAD, eh ben, l'EHPAD est toujours là. Il faut y revenir, c'est une parenthèse. Toujours obligatoire d'y revenir, d'y retourner. Donc voilà, ça c'était une petite vignette, toute petite, une des problématiques à laquelle on est confronté quotidiennement, pluriquotidiennement devrait-on dire. Ce tiraillement, cette question vraiment éthique entre la liberté et l'acceptation de la prise de risque. Et puis nous allons essayer maintenant, Carole va essayer de vous parler de cette arrivée de la crise Covid dans notre institution et comment ça a mis à mal tout ce questionnement autour de la vie, le déplacement et la sortie vers l'autre, vers l'extérieur. Voilà, donc on va essayer de vous parler de ce premier confinement qui a été une véritable crise institutionnelle pour chaque endroit et pour toute la France, et comment le tout sanitaire est entré dans notre EHPAD. Donc je vais reprendre ce qu'a développé Pierre-Marie Charazac, psychiatre et psychanalyste, lors de la 33e journée de l'Association Rhône-Alpes de gérontologie psychanalytique, où il a tenté de penser ce que le confinement nous a appris sur le soin en EHPAD. Il explique comment, sans aucune commune mesure, ni nuance, je le cite, le souci de la qualité de vie a cédé le pas aux mesures de protection contre la contamination. On a vécu chacun chez soi, dans nos propres espaces, et pour nous sur notre lieu de travail, un arrêt brutal de la vie collective. Une espèce de sanitarisation que nous sentions poindre, que nous craignions. Elle s'est imposée. Je cite à nouveau Pierre-Marie Charazac, « La pandémie est devenue la référence unique et les gestes barrières, les tests et les mesures d'isolement, les axes prioritaires de travail. Nous avons dû nous protéger au détriment de ce qui fait la vie même et de ses risques, dont le docteur Martin a parlé. Ainsi, nous avons assisté, impuissants, et sans même le réaliser vraiment, peut-être est-on en train de le faire, et c'est une des raisons pour lesquelles on aime vous parler, c'est peut-être pour essayer de comprendre les choses, à la disparition de nos réunions d'échange, de nos soupapes par les rencontres informelles que nous avions après le travail, peu importe. Nos relèves qui sont souvent des lieux de reprise interdisciplinaire, de questionnement éthique très riches, sont devenus des revues de soins avec les résidents comme des symptômes. Cette menace du virus a entraîné une moindre acceptation aussi par l'équipe du respect de la liberté de choix de soins du résident. Je pense que
Nous avons tous été aux prises avec des angoisses de mort massives pour nous-mêmes et pour les autres, et nos résidents les plus fragiles. Et ces angoisses ont peut-être influencé les décisions institutionnelles. Ou elles ont failli. On va vous exposer rapidement une vignette clinique. Donc c'est une résidente que nous appellerons Madame K, qui avait une sorte de phobie sociale ou d'agoraphobie depuis très longtemps. Elle était dans l'EHPAD depuis 2008 et elle avait négocié depuis de nombreuses années de ne pas sortir de sa chambre du tout, ni pour les repas, ni pour toute autre activité. C'est quelque chose qui peut surprendre puisque c'est l'inverse exact de ce que nous avons tenté de vous présenter. Et pourtant, ça faisait partie de son projet personnalisé, c'était discuté en équipe pluridisciplinaire et régulièrement. Il était accepté par tous que cette dame prenne tous ses repas dans sa chambre et ne sorte pas de sa chambre parce que c'était son choix qu'elle pouvait verbaliser. Madame K a attrapé le Covid et elle a vécu des symptômes très graves. Le docteur Martin lui a alors proposé, dans une démarche de choix, de liberté, et de consentement éclairé, de se faire hospitaliser pour soigner, pour tenter, puisque je vous rappelle, le premier confinement, c'était plus compliqué, pour tenter de se soigner. Madame K refusera, peut-être, dans cette angoisse d'être dans un ailleurs, ou dans cette volonté de rester dans cette chambre, et elle mourra dans l'EHPAD. Cet accueil de fin de vie dans notre institution, sans acharnement, ou prise en soins médicale abusive, était tout à fait très bien accepté par les soignants. C'est d'ailleurs comme ça, avant. C'est d'ailleurs comme ça que se passe la plupart des fins de vie, mais cette fois, ça a fait effraction. On nous a demandé pourquoi Idali n'avait pas obligé cette dame à se faire hospitaliser. On nous a reproché d'avoir respecté son choix, de ne pas s'être acharné pour la faire vivre à tout prix, pour tenter de la faire vivre à tout prix. On a donc assisté à une sorte de suprématie d'un objectif quotidien unique, et en même temps paradoxal. Pour se protéger et sauver des vies, il fallait le faire au détriment de ce qui fait la vie même. Vous entendrez la difficulté pour le médecin de porter un questionnement éthique pour chacun, et à la fois d'être garante de la sécurité pour tous. Un dilemme permanent. Comme dans toute crise institutionnelle, il y avait aussi cette notion d'urgence pour toutes les décisions qui devaient être prises vite, car le temps jouait contre nous. Le résident a perdu de son individualité au bénéfice de son symptôme. Voilà. Donc en fait, ce qu'a dit Carole et qui nous a beaucoup heurté, c'est cette perte d'humanité en fait de nos résidents. On leur a enlevé une partie de leur vie qui était juste prégnante et qui fait partie du travail qu'on fait ensemble depuis 10 ans et qui était vraiment très très importante. Et du coup, on se questionne après cette crise comment remettre nos résidents au centre de nos préoccupations, comment retransformer nos EHPAD en lieu de vie, malgré le risque infectieux et la crise institutionnelle qui ne semble pas finir. Donc c'est vrai que les interrogations autour de comment faire avec ce traumatisme, malgré ce traumatisme, est-ce qu'aujourd'hui les institutions sont en train de vivre ou sont en train de survivre? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait des résidents qui sont dedans? Pareil, est-ce qu'ils sont en train de vivre ou en train de survivre? Comment faire pour s'ouvrir à nouveau aux familles et aux intervenants? Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui pour nous étaient très importantes pendant toute la crise du Covid et pendant tout le confinement. On a accueilli des familles pour les résidents en fin de vie au détriment de notre propre protection. On leur a offert nos protections pour qu'ils puissent être là près de leurs proches alors qu'on ne savait pas très bien ce qu'on faisait, mais on avait envie qu'ils soient là. On se rend compte que finalement c'était une bonne chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'ouvrir aux familles, alors ça fait un petit moment maintenant qu'on est ouvert aux familles, mais à l'époque, pour nous, ça entraînait un renforcement de la peur de l'autre. L'autre, il est potentiellement contagieux. Et on l'a bien vu, on a subi d'autres épidémies depuis, et à chaque fois, elles sont rentrées par des familles. Donc on ne leur en veut plus. Mais c'est pas très simple. Et avant ça, il y avait revenir à un fonctionnement collectif. Pour ceux qui ont connu l'EHPAD pendant cette période, ils ont bien pu constater que les EHPAD ont fonctionné en huis clos. Ils ont fonctionné quasi en confinant les résidents dans leur chambre.
dans leurs étages. Et les soignants, après ça, ils ont été très réticents, ils ont eu peur de la reprise de repas collectifs dans les restaurants communs, comme si cette limitation des déplacements était un élément de réassurance face à cette attaque, face à cette agression. Et on en était même à se convaincre que ce confinement en chambre était même apaisant pour les résidents, alors qu'en fait, c'était tellement délétère. Cette diminution de leur espace vital, vous imaginez votre espace vital qui se réduit à 20 mètres carrés, salle de bain incluse. Alors évidemment, hein, il y a plein d'objets perso, des choses auxquelles on peut se référer qui sont importantes dans la gaieté. On vient de l'apprendre, on vient de l'entendre. On en était déjà convaincus. Il y a cette diminution des interactions sociales avec des conséquences massives, des résidents qui factuellement ont perdu du poids alors qu'on leur donnait autant à manger. Ils n'ont pas moins mangé, hein. Ils ont perdu du poids, avec toutes les conséquences que ça entraîne dans le grand âge. Et puis cette difficulté derrière et le travail intense de Carole pour que les résidents après acceptent de se reconfronter à l'autre, de se reconfronter à la vie, au risque de la rencontre. Alors on avait envie de nous questionner, vous questionner, autour d'une possibilité de revenir à une vie antérieure, à un EHPAD d'avant, à un monde d'avant. Alors nous, on croit que c'est pas vraiment possible, parce qu'on est tous transformés, tous différents, parce qu'on a vécu individuellement, et puis toutes nos institutions qui ont vécu, parce que l'EHPAD, c'est un exemple d'une institution qui a particulièrement souffert de cette crise, mais je crois qu'on a tous souffert individuellement de cette crise, qu'on soit soignant ou pas. En tout cas, on en est persuadé. On s'est interrogé sur est-ce que cette crise Covid nous a permis d'avancer sur un chemin de liberté individuelle plus respecté. Pourquoi pas? Est-ce que du coup, contraindre la liberté n'est pas une façon de réfléchir justement à cette liberté et à après en redonner un peu plus? Ou au contraire, est-ce que ces automatismes sécuritaires, ils ne sont pas faciles? On parlait juste avant de cette automatisation finalement qui est rassurante, mais on n'a peut-être pas le droit à ça quand on est soignant, à l'automatisation des pensées. Et puis c'est sorti, on en parlait en première partie, on disait qu'il y avait l'ombre de l'EHPAD qui planait toujours, mais maintenant en plus, il y a l'ombre de la contagion qui fait peur à l'EHPAD, qui fait peur, toujours peur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.